Monsieur le Président, chers amis, j'ai compris que ce soir, il ne fallait pas que je touche à la C3S, cher Patrick Pouyanné. Il fallait que je reprenne ma casquette d'ancien ministre de l'Agriculture pour défendre les paysans français. Vous pouvez y compter, cher Christiane Lambert. Qu'il fallait que je m'assure du bien-être de tous vos collaborateurs. Qu'il fallait que je pense grand, et si possible même très grand, et que je protège Danone contre les attaques éventuelles de prédateurs. Voilà une feuille de route, elle est bien chargée, eh bien nous essaierons de la remplir. En tout cas, dans cette rentrée, ce que vous attendez du gouvernement et du président de la République, je ne crois pas que ce soit à nouveau de grands discours ou de grandes déclarations d'amour aux entrepreneurs que vous avez tant et tant entendus. Vous voulez des actes et vous voulez des décisions, vous les aurez. Je ferai court. 2 objectifs, une conviction, un défi. Mon premier objectif, l'objectif du président de la République, celui du gouvernement tout entier, c'est de transformer l'outil productif français en profondeur. Pourquoi ? Parce que notre outil productif reste trop fragile, trop vulnérable à un retournement de conjoncture, à l'appréciation de l'euro, à une hausse des taux d'intérêt. Je vois bien tous ceux qui se réjouissent des bons chiffres de la croissance et qui à nouveau voudraient nous dire « mais puisque les chiffres sont bons, pourquoi donc transformer notre pays? C'est inutile ». Eh bien, je crois exactement le contraire. C'est parce que les chiffres sont légèrement meilleurs qu'il faut engager sans délai la transformation économique de la France. Pourquoi est-ce qu'il faut faire cela? Parce que nos ETI ne sont pas assez nombreuses. 4 500 ETI en France, 12 000 ETI en Allemagne. Nos PME, qui sont la richesse économique de la France, ne sont pas assez engagées dans la révolution digitale en cours. Il faut les aider à grandir. Il faut les aider à suivre cette révolution technologique et je salue le travail qui est fait par la BPI en ce sens. Nous devons le faire. Nous devons engager cette transformation économique parce que les révolutions technologiques vont vite, très vite, très, très vite, et que nous jouons notre survie, cher Alexandre Sobo, sur des pans entiers de l'industrie nationale. Je pense, pour donner un exemple d'un récent déplacement en Haute-Savoie et dans l'Isère, à la maîtrise des systèmes cyberphysiques pour le transport terrestre, l'aéronautique, la défense, les usines du futur. Si nous n'innovons pas massivement pour disposer de nos propres outils et de nos propres moyens digitaux, nous serons dépassés et nous n'aurons plus que la clé à mettre sous la porte de nos industries. Innover ou disparaître, voilà le choix pour l'économie française. Nous devons aussi engager cette transformation en profondeur parce que nous ne réalisons pas tout notre potentiel. Jamais je ne me satisferai de voir la France faire en matière de croissance moins bien que ses grands voisins européens. La médiocrité ne peut pas être un objectif pour l'économie nationale française. Nous limitons la période. En période de crise, nous arrivons à limiter la casse. Mais en période de croissance, nous ne décollons pas. On se réjouit d'avoir 1,4, 1,5, 1,6 de croissance, là où nous pourrions faire beaucoup mieux, et en faisant beaucoup mieux, nous créerions des emplois pour tous les Français. La médiocrité n'est pas mon objectif, c'est l'excellence qui est mon objectif pour l'économie française. La France a tous les talents pour cela. Elle a tous les talents pour cela. Elle a d'abord vos talents, les talents de nos entrepreneurs, les talents de vos collaborateurs, de vos salariés. Elle a votre imagination, elle a votre force créatrice. La France a des institutions stables qui sont précieuses pour l'économie.
Elle a des infrastructures solides qui sont précieuses pour notre économie. Elle a des centres de recherche performants, elle a tout pour réussir. Il n'y a qu'une seule chose qui lui manque, un cadre économique réellement favorable aux entrepreneurs. Eh bien, ce cadre favorable, nous allons le construire ensemble dans les 5 années qui viennent. Comment? D'abord par la transformation de notre marché du travail. Oui, la transformation du marché du travail est une priorité du président de la République, une priorité du Premier ministre. Demain, le Premier ministre présentera la réforme fondamentale de ce début de quinquennat, une transformation en profondeur du Code du travail. Cette transformation, elle doit vous sécuriser dans votre acte d'embauche, parce que je sais bien que pour un entrepreneur, la responsabilité la plus importante, c'est celle qu'il prend lorsqu'il embauche un collaborateur. Eh bien, nous sécuriserons cet acte d'embauche avec les 5 ordonnances. Au-delà, cette transformation du Code du travail, elle doit mettre fin à un marché du travail à 2 vitesses, dont aucun citoyen ne peut se satisfaire. Un marché du travail dans lequel il y a ceux qui sont à l'intérieur et qui disposent de toutes les protections légitimes, et ceux qui restent à l'extérieur et qui n'ont aucune chance d'accéder à un emploi. En transformant le marché du travail, nous créerons un marché du travail qui inclut au lieu d'exclure et qui vous donnera à vous, entrepreneurs, la possibilité d'embaucher en toute sécurité. Nous ferons ensuite cette transformation par la fiscalité. La fiscalité française doit être simple et stable. Elle ne doit pas changer tous les 4 matins en fonction de l'humeur du ministre de l'économie et des finances ou d'un autre membre du gouvernement. Notre fiscalité doit favoriser le risque et elle doit récompenser le travail. Elle doit encourager la transition écologique, qui est un potentiel de croissance exceptionnel pour notre économie. Pour atteindre cet objectif de transformation de notre économie par la fiscalité, nous prendrons dès 2018, dès le 1er janvier 2018, un certain nombre de décisions fiscales devant lesquelles tous les gouvernements, sans exception, de droite comme de gauche, ont reculé depuis 30 ans. Nous supprimerons l'impôt sur la fortune. Nous ne maintiendrons qu'une contribution sur les actifs immobiliers. Et l'immobilier, comme outil de travail, restera exonéré de toute imposition. Avec la suppression de l'impôt sur la fortune, nous voulons attirer les investisseurs dont nous avons besoin pour développer vos entreprises. Nous voulons enrayer la fuite des talents. Nous voulons récompenser la prise de risques. Nous baisserons l'impôt sur les sociétés de 33,3% aujourd'hui à 25% en 2022. Nous commencerons avec un taux de 28% dès 2018 sur la fraction de bénéfices inférieure à 500 000 € pour toutes les entreprises. Nous baisserons le taux général à 31% pour tous les bénéfices à partir de 2019, tout en maintenant évidemment le taux de 28% pour les bénéfices inférieurs à 500 000 €. Ce sera ensuite 28% en 2020 pour tous les bénéfices, 26,5% en 2021 et 25% en 2022. Ce qui crée la confiance pour les entrepreneurs, c'est de savoir où nous allons. Eh bien, je vous dis clairement quelle sera la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés en France pour que vous tous, ici, entrepreneurs, vous sachiez exactement quel sera le montant de l'imposition d'ici 2022. Cette trajectoire sera inscrite dès le projet de loi de finances 2018. Et nous maintiendrons, évidemment, je le dis pour nos amis des PME, le taux réduit de 15% pour les PME qui en bénéficient déjà. Nous mettrons en place, dès 2018, un prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital à 30%.
Ce prélèvement forfaitaire unique sera un gage de simplicité et de meilleur financement de notre économie. La fiscalité de l'épargne salariale, en revanche, ne sera pas modifiée. Elle restera toujours aussi favorable. Pourquoi? Et ça rejoint les réflexions d'Emmanuel Faber ou de Patrick Pouyanné. Parce que nous souhaitons que le travail en France soit autant récompensé que le risque. Et parce qu'il est juste que vos salariés, que vos collaborateurs, qui contribuent au succès de vos entreprises, soient récompensés à la hauteur de leur engagement et soient incités à s'associer aux transformations en cours. La fiscalité de l'assurance vie, sur laquelle j'entends dire tout et son contraire depuis quelques jours, ne sera pas modifiée pour les contrats lorsque le montant des encours ne dépasse pas 150 000 €, ce qui représente l'immense majorité des contrats d'assurance vie des ménages français. Par ailleurs, les revenus des versements déjà effectués ne sont pas concernés, quel que soit leur montant. Quatrième décision, nous transformerons le CICE en allègement de charges direct en 2019. Alors c'est tout le charme de la France que d'avoir entendu dans cette même salle, l'année dernière, tous les chefs d'entreprise, sans exception, me dire « mais vous êtes candidat à la primaire ». Le CICE, c'est trop compliqué. C'est une usine à gaz. C'était le leitmotiv de l'époque. C'est trop difficile pour les très petites entreprises, c'est trop difficile pour les PME. Donc nous vous supplions, à genoux, transformer le CICE en allègement de charges direct. Emmanuel Macron met cela dans son programme. Il est élu président de la République. Il tient parole et je suis le garant des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Nous faisons la transformation du CICE en allègement de charges direct. Et que se passe-t-il? Les mêmes chefs d'entreprise viennent devant moi et me supplient « surtout, ne faites pas l'allègement de charges et la transformation du CICE en allègement de charges direct ». C'est le charme de la vie politique française. J'y prends un plaisir immense. Et je n'aimerais pas autant la mission qui m'a été confiée par le président de la République si elle était facile. Mais croyez-moi, nous ferons cet allègement. Et je vais vous dire parce que c'est l'intérêt national. Je ne dis même pas que c'est votre intérêt ou que c'est l'intérêt de tel ou tel. Je dis c'est l'intérêt national pour une raison qui est simple. C'est qu'un crédit d'impôt, et croyez le ministre des Finances, ça peut se supprimer d'une année sur l'autre. Et que lorsqu'il y a une difficulté budgétaire, vous avez tous vos services qui prennent l'ascenseur, l'escalier, l'hélicoptère, qui font le siège de votre bureau, qui ont une extraordinaire idée pour récupérer des moyens financiers. Il n'y a qu'à revenir sur le crédit impôt compétitivité. C'est un crédit impôt, il n'est pas donné ad vitam aeternam, revenons dessus et économisons de l'argent dessus. Alors qu'un allègement de charges, c'est pérenne, c'est sûr, c'est stable et aucun ministre des Finances ne pourra revenir dessus. Vous avez besoin de stabilité, nous vous donnerons cette stabilité et nous allégerons directement les charges sur vos entreprises dès 2019. Alors comme je ne suis pas obtus, j'entends les inquiétudes. J'entends les inquiétudes de ceux qui me disent « Attendez, pour les PME, ça va augmenter les bénéfices, ça va nous créer des pertes. » Regardons les chiffres, je l'ai dit à votre président. Comparons nos analyses et voyons quelles conclusions nous en tirons. Je sais que pour beaucoup d'entreprises, des DOM-TOM, de départements d'outre-mer, des territoires d'outre-mer auxquels je suis tellement attaché, Thibault Langsad me l'a dit, cela peut poser des problèmes majeurs. Je suis prêt à regarder aussi toutes ces conséquences. Mais la seule ligne rouge que je trace, c'est que les promesses du président de la République seront tenues. Et si vous voulez de la confiance, mieux vaut que vous ayez un ministre de l'économie et des finances qui soit clair dans ses propos, dans ses engagements, dans ce qu'il est prêt à faire, mais aussi dans ce qu'il n'est pas prêt à faire. Nous ferons la transformation du CICE en allègement de charges en 2019. Je souhaite que nous sécurisions ces choix fiscaux.
dans le long terme. Et je voudrais que nous mettions en place, dans le gouvernement français, une sécurité fiscale qui doit être la garantie de la compétitivité de notre économie. La sécurité fiscale, ça veut dire de la stabilité dans les choix fiscaux. La sécurité fiscale, ça veut dire éviter des contrôles qui seraient illégitimes, tatillons. La sécurité fiscale, ça veut dire que chaque chef d'entreprise ne doit pas être considéré comme un suspect en puissance, mais que nous devons faire confiance à sa capacité d'entreprendre et de créer des emplois dans notre pays. C'est sur ces bases que nous pourrons construire une économie de la création, une économie où l'innovation doit être le maître mot. Nous maintiendrons et nous sanctuariserons le crédit impôt recherche qui est si essentiel pour le développement de notre économie et en particulier de notre industrie. Nous céderons dans les prochaines semaines des participations de l'État dans des entreprises du secteur concurrentiel pour alimenter un fonds qui devra atteindre 10 milliards d'euros et dont les produits serviront à financer l'innovation de rupture. L'innovation qui coûte trop cher pour nos entreprises. L'innovation qui pourtant est décisive pour garantir à la France de garder une place parmi les premiers dans l'économie mondiale. Le rôle de l'État n'est pas, à mes yeux, de diriger les entreprises à la place des entrepreneurs, il en est totalement incapable. Le rôle de l'État, c'est de préparer l'avenir et d'innover dans ces innovations de rupture qui nous garantiront notre compétitivité et notre place dans l'économie mondiale. Nous transformerons également nos dispositifs de formation pour permettre à chaque salarié de gagner en compétences et de suivre les révolutions technologiques en cours. La formation des salariés, en particulier les salariés les moins qualifiés, est un enjeu majeur pour notre pays. Comment pouvons-nous accepter que dans une France où il y a encore des millions de chômeurs, lorsque vous allez dans la vallée de l'Arve pour rendre visite aux industriels du décolletage, ces industriels vous disent qu'ils peinent à trouver un technicien de maintenance ou des ingénieurs parce que notre dispositif de formation n'est pas adapté. De manière plus générale, nous ferons évoluer notre modèle éducatif. Et avec Jean-Michel Blanquer, nous sommes totalement décidés à valoriser la créativité, à relancer la filière scientifique. La plus grande question économique aujourd'hui, c'est une question éducative. C'est en gagnant la bataille éducative que nous pourrons gagner demain la bataille économique. Au printemps 2018, je présenterai une loi sur la transformation des entreprises qui viendra compléter ces premières décisions. Je vous invite évidemment à participer aux travaux préparatoires à partir d'octobre prochain. Voilà le premier défi. Transformer en profondeur, par la fiscalité, par le marché du travail, par le système éducatif, notre outil de production pour que la France reste demain une des grandes nations leaders économiques du monde. Le deuxième défi, qui est complémentaire du premier, c'est de transformer la zone euro en continent économique à part entière, aussi puissant que la Chine, aussi puissant que les États-Unis, car j'ai parfaitement confiance que nous évoluons, Emmanuel Faber le rappelait tout à l'heure, dans un environnement économique qui peut être hostile à nos intérêts. Ce continent économique européen, il serait peut-être temps qu'il soit capable de défendre ses propres intérêts avec la fermeté, avec la dureté nécessaire. Nous déposerons au Conseil de Tallinn le 15 septembre prochain une proposition sur la taxation des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Comme ministre des Finances, je ne peux pas accepter que toutes les entreprises françaises qui opèrent sur le territoire français soient taxées, même avec des impôts que nous allons baisser significativement, alors que les grandes plateformes numériques mondiales viennent profiter des clients, des richesses, de la prospérité française.
à hauteur de chiffres d'affaires vertigineux pour ne payer en regard de cela que des sommes dérisoires au trésor public français. C'est une question de justice et c'est une question d'efficacité. Nous ferons également une proposition sur le contrôle des investissements stratégiques en France et en Europe avec mes homologues allemands et italiens. L'Europe doit être en mesure de défendre ses intérêts autant que les grandes puissances économiques les défendent. Et nous ne laisserons pas, cher Emmanuel Faber, qu'il s'agisse de Danone ou de n'importe quel autre groupe français stratégique, nous ne laisserons pas des prédateurs s'attaquer aux entreprises qui font le patrimoine économique de notre pays. Notre continent européen doit également être plus intégré. Il est temps que les États membres de la zone euro avancent concrètement dans la voie d'une intégration réelle. Convergence fiscale, convergence des règles sociales, des règles environnementales, des règles de bien-être animal, cher Christiane Lambert, mise en place d'un fonds monétaire européen, budget de la zone euro, coordination des politiques économiques, ministre des Finances de la zone euro. La chancelière Angela Merkel a fait part récemment de son ouverture sur ces points, c'est une excellente nouvelle. C'est la preuve que nous pouvons avancer vite dès le lendemain des élections allemandes fin septembre. Le président de la République a d'ailleurs annoncé hier à la conférence des ambassadeurs qu'il ferait des propositions concrètes sur l'avenir de l'Europe dans les prochaines semaines. Pourquoi est-ce aussi nécessaire de construire ce continent européen? C'est nécessaire pour défendre nos intérêts. C'est nécessaire pour nous protéger. C'est nécessaire pour permettre à la zone euro de produire plus de croissance, plus d'emplois. C'est nécessaire pour donner à la zone euro cette identité politique qui lui fait tellement défaut. La zone euro n'a pas vocation à reprendre tous les mantras économiques des États-Unis ou d'autres grandes puissances, alors qu'elle doit définir elle-même ses propres normes, ses propres valeurs, ses propres règles. Et c'est nécessaire parce que ne soyons pas naïfs. Derrière l'immense poésie des routes de la soie, il y a une volonté impériale chinoise qui se manifeste. Derrière les sanctions extraterritoriales américaines, il y a une attaque directe contre les intérêts économiques français. Personne ne nous fera de cadeaux. Alors ne soyons pas naïfs, soyons lucides, soyons forts, soyons puissants et construisons ensemble une Europe économique intégrée qui soit un vrai continent de puissance. Nous ne devons plus être 19 États isolés face au reste du monde qui défendent chacun leur bout de gras. Nous devons être un seul continent face à la mondialisation. Voilà le deuxième défi. Ce défi européen qu'Emmanuel Macron a porté pendant toute sa campagne à la présidence de la République et auquel les Français, cette fois-ci, ont dit oui. Une conviction. Ma conviction, c'est que nous devons aller vite. Il y a toujours 1000 raisons pour retarder les décisions. C'est difficile. Il va y avoir des manifestations. Il va y avoir des réactions. Mais oui, nous sommes en démocratie, pour ceux qui l'ignoreraient. Donc c'est légitime que lorsque vous prenez des décisions, il y ait des réactions. Et si vous prenez de grandes décisions, il y a de grandes réactions, et c'est comme ça qu'un pays bouge, et c'est comme ça qu'un pays vit, et c'est comme ça que la France avance. Il y a urgence à accomplir la transformation économique de la France. La révolution technologique en cours, elle ne nous attendra pas. Et n'oubliez pas, si on fait un tout petit peu d'histoire économique, qu'il y a près de 2 siècles, des États
se sont engagés dans une immense révolution industrielle. Les États-Unis, puis la Grande-Bretagne, puis l'Allemagne, puis la France qui, comme toujours, met un peu de temps à faire ces révolutions, mais une fois qu'elle les fait puissamment. Eh bien, ce que je constate, c'est que ces États, États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, France, qui ont fait la révolution industrielle du XIXe siècle, y ont gagné leur puissance pour 150 ans. Et nous vivons encore sur les choix qu'ont fait nos anciens il y a plus de 2 siècles. Eh bien, aujourd'hui, nous tous ici, vous, entrepreneurs, nous, responsables politiques, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis des générations futures, nous sommes exactement face au même défi. Alors assez avec les querelles politiciennes, assez avec les petites phrases, assez avec les querelles partisanes, que chacun prenne conscience du défi historique face auquel nous nous trouvons. Nous devons embrasser la révolution technologique en cours avec toute l'imagination, toute la créativité, toute la force française pour laisser demain à nos enfants une France qui reste un leader économique mondial. Enfin un défi. Enfin un défi. Cette transformation de notre modèle économique, c'est peut-être le défi le plus difficile. Et je suis heureux, profondément, d'avoir entendu sur cette scène la même conviction que celle que je vais vous exprimer maintenant. Je suis heureux de savoir que les chefs d'entreprise français partagent cette vision politique qui est la nôtre. La transformation ne doit pas profiter à quelques-uns, elle doit profiter à tous. Il ne doit pas y avoir d'un côté les gagnants de la révolution économique en cours et de l'autre les perdants. Nous ne devons jamais oublier que 50% des Français aux dernières élections présidentielles se sont abstenus, ont voté contre, ont voté pour les extrêmes. Tout le monde, tous les Français, les plus modestes, les plus fragiles, les moins qualifiés, les moins bien armés dans la vie, doivent se dire ce que font les chefs d'entreprise, ce que décide le gouvernement est aussi bon pour nous et nous allons y retrouver notre compte parce que nous allons retrouver une place digne dans la société française. La réussite économique ne doit pas se faire au prix de l'écrasement des classes moyennes entre certains toujours plus riches et d'autres toujours plus pauvres. Nous devons montrer, nous en France, que nos transformations économiques permettent de faire émerger une nouvelle classe moyenne française qui sera le cœur battant de la France active. Nous allons réfléchir à ce défi dans le cadre des rencontres de Bercy le 21 novembre prochain, qui seront ouvertes par le président de la République et qui porteront justement sur ce thème, rupture technologique et inégalité. Parce que si la France veut retrouver toute sa puissance économique, elle doit aussi gagner la bataille des idées économiques. Pour retrouver sa grandeur, la France ne doit pas rêver de sa grandeur. Elle doit la construire en se confrontant à la réalité brute. Elle doit comprendre les faits, qui sont têtus, comme on dit, surtout en matière économique. Vous savez, mon amour pour Marcel Proust. Et je vois bien l'originalité qu'il y a à citer Marcel Proust en conclusion des rencontres du MEDEF. Mais je ne résiste pas, là aussi, au plaisir de le faire. Proust disait « On lit les journaux comme on aime, un bandeau sur les yeux. On ne cherche jamais à comprendre les faits. On écoute les douces paroles des journaux comme on écoute les paroles de sa maîtresse. On est battu et content, parce qu'on ne se croit pas battu, mais vainqueur. Eh bien, arrêtons de nous croire contents, quoique battus, devenons contents parce que nous serons vainqueurs. Vainqueurs pour notre nation, vainqueurs pour sa prospérité, vainqueurs pour la prospérité de nos enfants. Un dernier mot plus personnel.
Un tout dernier mot plus personnel. À vous, entrepreneurs. Je ne dis pas cette phrase qui m'a toujours profondément agacé. C'est donnant, donnant. Je vous donne ça et vous me donnerez ça. Je ne crois pas à cette logique de conditions qui ruine le bien le plus précieux pour une économie, la confiance. Je ne vous dis pas, si vous ne créez pas des emplois, 100 000, 200 000, 394 500, nous reviendrons sur la fiscalité des entreprises. C'est le meilleur moyen de ruiner la confiance dont vous avez besoin pour investir et créer des emplois pour notre pays. Je vous dis très simplement, nous allons répondre à vos attentes le mieux possible. Répondez pas aux miennes, on s'en moque. Répondez à celles des Français. Engagez-vous, comme l'ont dit Emmanuel Faber, comme l'ont dit Patrick Pouyanné, comme beaucoup d'entre vous me le disent dans tous mes déplacements en France, dans tous les territoires, dans toutes les régions. Engagez-vous pour que cette transformation de notre économie, cette transformation de notre marché du travail se traduise par plus d'embauches, en particulier pour les plus fragiles, ceux à qui personne ne donne leur chance dans la vie. Prenez votre part à la solidarité sans laquelle aucune société ne tient debout. Affirmez votre rôle, il est essentiel dans le retissage des liens entre nos compatriotes. Je sais que dans cette salle, vous êtes nombreux, pour ne pas dire tous, à croire à une économie humaine, celle où on ne cherche pas des rentabilités vertigineuses, celle où on a conscience du temps, le temps du labeur, le temps de l'investissement, le temps de la récolte, le temps paysan, cher Christiane Lambert, qui est le mien, celui qui permet de construire une économie solide, stable, conquérante, innovante, mais qui n'est pas à la merci du moindre retournement de conjoncture, qui n'est pas à la merci de toutes les spéculations qui ont tant fragilisé l'économie mondiale. Vous pouvez compter sur tout le gouvernement et sur le président de la République pour délivrer notre économie des chaînes qui entravent sa croissance et pour la transformer en profondeur de mon côté. De notre côté, nous comptons sur vous pour en faire le meilleur usage. Ensemble, nous pouvons changer la France. Nous pouvons en faire une nation de prospérité et de création. Alors, ne perdons pas de temps, au travail et avec enthousiasme. Merci à tous.